Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec le docteur Marguerite Dussel. Bonjour docteur. Bonjour à tous les deux, bonjour à tout le monde. Alors Marguerite, un grand merci parce qu'on sait effectivement que le temps est compté et que vous avez énormément de choses à faire. Donc déjà un très grand merci d'avoir dédié ce temps pour nous. Alors on va vite rentrer dans le vif du sujet. Comme à chaque début de podcast, on va demander à la personne que l'on interviewe de se présenter un petit peu. Alors Marguerite, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Je suis médecin de la douleur. Donc j'ai une formation de médecin généraliste et puis j'ai travaillé quelques années aux urgences et je me suis reconvertie dans la prise en charge des patients qui souffrent de douleurs chroniques il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et on a monté à l'hôpital Saint-Joseph à Paris une équipe pluridisciplinaire pour accompagner ces patients qui ont des douleurs chroniques qui proviennent de tout type de lésions, que ce soit des lombalgies, des maladies neurologiques, des céphalées, voilà. Et on leur propose un accompagnement pluridisciplinaire avec une équipe qui est constituée d'infirmières, de psychologues, de kinés. Donc, c'est à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. En tant que médecin justement spécialiste de la douleur, notre première question va se diriger vers les personnels soignants. Comment avez-vous vécu cette pandémie et quelles sont les pathologies auxquelles vous avez dû faire face ? La première chose à dire, c'est que, en fait, il faut savoir que nous, les soignants, on a été quasiment aussi surpris que la population générale par la gravité de cette pandémie et par la brutalité de cette pandémie. Et donc, ça a nécessité une réorganisation très brutale et inhabituelle chez nous, avec une mise en place de réorganisation et de logistique de tous les personnels de l'hôpital, pas seulement les soignants. Ça a été en fait assez lourd finalement, émotionnellement, de devoir se réorganiser comme ça, même si au début, je pense que le côté justement très brutal, très exceptionnel a porté probablement un grand nombre de personnels hospitaliers et avec l'adrénaline et tout ce qui va avec, et puis l'impression justifiée d'être là où il fallait. Je pense que tout le monde s'est jeté un peu à corps perdu dans cette aventure qu'on pensait assez brève, et puis finalement les choses ont fait que ça a duré, que les malades devenaient de plus en plus jeunes, qu'il fallait accompagner les personnes sans leur famille, etc. Donc ça en fait, à la longue, généré beaucoup de stress, d'anxiété, probablement de burn-out, stress post-traumatique. Et ça, c'est survenu dans un contexte où déjà les personnels hospitaliers étaient assez fragilisés par les grèves précédentes. Voilà, il y avait déjà un climat de fatigue et de fatigabilité qui a rendu ces personnels probablement particulièrement vulnérables en plus à ce qui est arrivé. Donc les désordres que ça cause, c'est surtout des désordres d'ordre émotionnel et psychique. Après, ils peuvent se manifester, on y reviendra peut-être par des troubles physiques, mais c'est sûr que c'est de l'épuisement et de l'anxiété, de la dépression, du stress post-traumatique. D'accord. Et justement, en termes de pathologie physique, on est sur quoi ? Sur des douleurs chroniques un peu partout dans le corps ? Ça se traduit comment ? Alors non, enfin, je parle pas de ceux qui ont attrapé le Covid et qui peuvent développer des Covid longs et avec les douleurs diffuses qui vont avec, mais c'était plutôt des troubles musculo-squelettiques en rapport avec des
des fragilités, encore une fois, émotionnelles qui font qu'on va être plus sensible à des mauvaises postures. Et puis, des personnes qui n'étaient pas forcément à leur poste, en fait, qui ont été mises en réanimation, dans des services dans lesquels elles n'étaient pas habituées de travailler, avec des personnels très précaires, des patients très précaires au plan respiratoire, avec des toilettes qu'il fallait faire avec des précautions particulières, etc. Et puis, c'est vrai que voilà, vous devez avoir l'expérience de ça, mais les lombalgies, les cervicalgies, les douleurs musculaires au niveau des trapèzes sont des troubles qu'on rencontre beaucoup chez les personnes qui sont fatiguées et qui sont stressées. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet de la bulle des personnels? Au tout début de l'arrivée de la vague de mars 2020 en Île-de-France, on s'est demandé en équipe comment est-ce qu'on pouvait se rendre utile dans ces circonstances exceptionnelles, en sachant que on avait fermé l'hôpital à nos patients, en fait. Vous vous souvenez que tout était fermé et qu'on ne pouvait accueillir que du Covid. La réponse des équipes au départ, de notre équipe, ça a été voilà, moi je sais faire de la réanimation, je vais faire de la réanimation. Moi je suis psychologue, donc je vais faire des maraudes dans l'hôpital pour voir de quoi ont besoin les patients, etc. Et puis finalement on s'est rendu compte que dans notre équipe il y avait des personnes qui avaient des compétences exceptionnelles pour soigner et accompagner des patients qui souffraient de douleurs chroniques et qui là se retrouvaient pas en fait à l'aise auprès des patients. Et puis parallèlement à ça, on a commencé à recevoir des retours d'expérience des Italiens et des habitants du Haut-Rhin qui nous disaient que au-delà des patients, en fait, ce qui était extrêmement frappant, c'est que les soignants, eux, étaient épuisés parce qu'en fait, ils enchaînaient les gardes, qu'ils devaient se réorganiser et qu'ils devaient accompagner des patients très graves, etc., tout en étant eux-mêmes très précautionneux de ne pas attraper la maladie pour ne pas la rapporter à la maison et qu'on devait donc s'isoler complètement de son environnement familial et amical pour les protéger. Et donc, on s'est retrouvé avec un besoin potentiel qu'on n'avait pas encore pu objectiver, qui était possiblement un besoin d'accompagnement des soignants et une expérience que nous, on avait d'accompagnement, pour le coup, pluridisciplinaire de personnes qui pouvaient ressembler en fait à ces soignants. Et donc, on s'est dit, voilà, finalement, au lieu d'aller chacun individuellement apporter notre pierre à l'édifice dans tel ou tel service, on va plutôt faire ce qu'on sait faire et on va le proposer aux soignants en travaillant d'abord en prévention des troubles qu'on pouvait imaginer, parce qu'on avait quand même le retour d'expérience aussi des pandémies précédentes ou des épidémies respiratoires précédentes avec le SARS-1 et le MERS, et donc on savait que ça générait du stress post-traumatique encore visible 1 an après l'épidémie, etc. Et donc on s'est dit voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on crée une bulle, donc la bulle du personnel, avec un espace qui soit un peu à part, qui ne ressemble pas du tout aux espaces de soins, où les personnels pourront avoir envie de venir. Donc, il fallait qu'on construise quelque chose qui soit chaleureux, qui soit accompagnant, qui soit gai, où ils puissent échanger, etc. Et que dans cette bulle, on propose des soins, soit de prévention, soit de traitement de troubles émotionnels et de troubles musculo-squelettiques. Et c'est comme ça que l'idée d'abord est née. Et puis, grâce à un élan de solidarité incroyable, suite à un appel sur les réseaux sociaux qu'on a fait, et concrètement, les gens nous ont envoyé des meubles, des chocolats, des enceintes pour diffuser de la musique douce. Enfin, ça a été incroyable. Et c'est vrai que ça aussi, ça nous a apporté beaucoup, parce qu'on s'est dit que sûrement ça devait être une bonne idée si les gens se montraient si généreux pour nous accompagner, pour accompagner les soignants. Et c'était à vocation justement que pour les soignants ou pas?
Non, dès le début, il était très important pour nous qu'on accompagne l'ensemble des personnels parce qu'on s'est dit, dans l'hôpital, d'abord, tout le monde vient pas travailler comme informaticien à l'hôpital. Donc, les gens ou comme contrôleur de gestion à l'hôpital, les gens qui viennent à l'hôpital, c'est sans doute pour une raison. Et très vite, on s'est rendu compte que l'ensemble des employés et des personnels avait sûrement été impacté parce que il y avait les personnes de la sécurité, par exemple, ils devaient gérer toutes les problématiques liées aux visites interdites, etc. Ils étaient eux-mêmes directement impactés, pas par les patients Covid, mais par la crise. Et donc, c'était important pour nous que tout le monde puisse s'y sentir dans sa bulle et puisse décompresser. Alors, une question très bête maintenant. Vous avez fait ça pour les autres, mais et pour vous et votre équipe? Alors, c'est pas du tout bête, parce qu'on y a pensé effectivement très vite. On s'est dit attention, parce qu'on va sûrement être confronté à des situations difficiles, etc. Donc, il faut qu'on prévoie de faire des débriefings. Et donc, on s'est fixé de faire un débriefing chaque semaine pour échanger sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer et puis peut-être des personnels qui passaient de l'hypnose au kiné, au tabacologue et dont on percevait qu'il y avait peut-être des difficultés et qu'il fallait l'accompagner, par exemple, en l'adressant au psychiatre ou des choses comme ça. Et donc, on a fait ça. Après, la difficulté, ça a été de maintenir ces débriefings au-delà du confinement parce que dans un premier temps, nous, en fait, on était tous un peu disponible, c'est-à-dire que comme toutes nos activités auprès des patients étaient interrompues, on était mis à disposition de cette bulle et donc on avait le temps de se réunir le vendredi, par exemple, pour débriefer. Quand les activités ont repris mi-mai, ben là, ça a été beaucoup plus compliqué et ça a été un peu lourd. Et d'ailleurs, il y a eu des gens qui ne sont pas revenus à la fin du confinement, qui ont été arrêtés, certains qui sont revenus et qui vont très bien, mais certains qui ne sont pas revenus depuis la crise. Donc, chez nous aussi, on a été impactés. C'est un projet qui a vocation à s'étendre à d'autres hôpitaux parisiens, voire français. Et si oui, vous avez parlé de cet élan de solidarité, mais ça ne peut peut-être pas marcher à l'échelle nationale. Donc, est-ce que vous avez plus besoin de levier politique, levier budgétaire, etc., etc.? Donc, nous, on a eu beaucoup de chance dans notre établissement qui est un établissement privé à but non lucratif. Hein, ça s'appelle un ESPIC. Et on a eu beaucoup de chance d'être soutenu très vite par notre direction qui, avant même le déconfinement, nous a exprimé le souhait de maintenir cet espace. Et donc, au départ, on s'était installé dans une salle d'attente qui servait pas parce qu'il n'y avait pas de patients. Mais quand les patients sont revenus, ils nous ont autorisé à investir la moitié de l'espace de la cafétéria. On a su que cette idée avait été reprise dans différents hôpitaux ou que des idées un peu similaires avaient germé probablement de la même manière que chez nous. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives, soit similaires, soit proches, qui ont semé dans différents hôpitaux parisiens ou en France. La difficulté, en revanche, après, c'est de maintenir l'espace parce que ça nécessite des investissements en termes de ressources humaines, des investissements en termes de locaux. Et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a certains hôpitaux qui ont été obligés de fermer leur bulle ou leur équivalent d'espace par défaut de moyens. Évidemment, les besoins, ils sont dans les deux domaines, c'est-à-dire qu'il faut à la fois obtenir des budgets pour maintenir ces espaces et à la fois bien faire comprendre culturellement que de prendre soin de ses salariés, de leur accorder un temps et un espace pour faire la sieste, ou donc ils ne travaillent pas pendant ce temps-là, où ils peuvent prendre soin d'eux auprès d'une psychologue, d'un hypnopraticien, d'un kiné. C'est évidemment de la rentabilité, de la performance et qui sera gagnée pour la suite, et puis une fidélisation des personnels. Mais ça, c'est pas forcément évident pour toutes les directions. Et c'est vrai que si, on peut toujours rêver, mais si au niveau national, il pouvait y avoir un petit coup de pouce
pour infuser ça comme une vraie culture dans les hôpitaux. Ça faciliterait grandement les choses et ça permettrait probablement de débloquer des budgets propres et spécifiques de manière un peu plus uniforme. Vous avez connaissance éventuellement d'autres initiatives similaires à l'étranger? Je pense notamment au Québec, Oui. parce nos amis québécois sont très en avance sur ce genre de choses. Alors, à ma connaissance, de ce que je connais au Canada, je crois que c'était au Québec, il y a des pièces qu'ils appellent les recharge me. Ce sont des pièces dans lesquelles les personnels peuvent venir se recharger, qui doivent ressembler, j'imagine, à des espaces de micro-siestes, etc. J'ai pas l'impression qu'ils aient des équivalents d'accompagnement humain comme nous. En revanche, il y a eu des espaces aux États-Unis et en Israël avec aussi des accompagnements un peu comme nous, de psychologues, de kinés, etc. En Angleterre, ils ont mis en place ce qu'on appelle des Rebel Rooms, qui sont des chambres, vraisemblablement des chambres de patients, mais qui, de façon temporaire, sont dédiées à l'accueil de personnel et qui ressemblent un petit peu à notre équivalent bulle, où il y a des ateliers d'art-thérapie, une ambiance un peu calfeutrée, calme, avec de la musique douce et des lumières apaisantes. Mais pareil, là, les personnes se retrouvent seules en fait pour se recharger. Est-ce que vous avez déjà des retours de personnes qui ont utilisé la bulle? Est-ce que vous avez noté déjà des améliorations ou... Alors, c'est très difficile d'évaluer l'impact de la bulle parce que pour montrer que grâce à la bulle, par exemple, les personnes limitent leurs risques psychosociaux, il faudrait prendre deux groupes, tirer au sort ceux qui vont à la bulle et les comparer à ceux qui vont pas à la bulle et voir comment ils évoluent, ce qui évidemment éthiquement ne nous est pas venu à l'idée. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est demander d'abord on évalue par des questionnaires de satisfaction et donc on a vu effectivement que d'abord il y a entre 85 et 90 personnes qui viennent chaque jour à la bulle. Alors on est 3200 ou 3500 salariés sur le site de notre groupe hospitalier parce qu'on a deux sites et on vient d'ouvrir une bulle dans le deuxième site. Mais donc, ça fait quand même beaucoup de passages chaque jour et ça, déjà, ça justifie notre existence. Après, on a des témoignages spontanés, enfin pas forcément spontanés, mais des témoignages libres de personnes qui nous disent que voilà, ils comptent dessus, que ils pensent que si ça n'existait pas, ils seraient plus fatigués, ils auraient du mal à tenir. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a une vraie crise des personnels paramédicaux dans les hôpitaux. Donc, il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants qui démissionnent, certains qui sont en arrêt, des vacataires qui prennent un temps pour souffler et qui donc ne prennent plus de vacations. Et donc, il y a beaucoup de manque de personnel paramédicaux dans les hôpitaux. Et c'est vrai que quand on entend certains qui viennent à la bulle et qui disent voilà, moi je continue à venir en sachant que j'ai cette parenthèse qui m'est autorisée, et puis en plus symboliquement ils nous disent aussi que travailler dans un hôpital où on sait que ce genre d'initiative est soutenue, ça veut dire travailler dans un hôpital qui prend soin de ses personnels, et donc ça a aussi un impact en termes de symbole d'accompagnement de la direction. On est dans la bienveillance. Voilà. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour la bulle? Et puis, quelles sont les prochaines étapes pour vous, d'après ce que vous savez aussi sur ce qui va se passer? Parce que vous avez utilisé souvent le mot post-traumatique. Nous, avec Marc, on en a parlé avec pas mal de médecins et effectivement, ils sont tous d'accord pour nous dire que aujourd'hui, l'effet psychologique de la population française est ce qu'il est, mais qu'ils s'attendent à avoir une recrudescence des problèmes burn-out, dépression, etc. dans les années à venir.
Alors pour la première question, les différentes étapes. La première, c'était de monter notre bulle dans le deuxième site de notre groupe hospitalier, et ça a été le cas il y a 1 mois, et c'est déjà un succès, et donc c'est super. La deuxième étape pour nous, pour notre bulle à l'hôpital Saint-Joseph, c'est d'avoir des travaux, parce que pour le moment, donc je vous avais dit qu'on avait investi la cafétéria, et donc on est toujours dans la cafétéria qui est séparée de la bulle avec des paravents d'un hôpital de jour de je ne sais plus quelle spécialité. Enfin, ça reste tout à fait du bricolage. Et donc, on va avoir des travaux d'aménagement cet été qui vont nous permettre d'obtenir enfin plus de confidentialité, d'intimité dans cet espace. Et ça va être une vraie étape. Et puis, pareil, symboliquement, ça veut dire qu'on s'installe dans la durée, que c'est plus squat de la cafétéria, et que maintenant, ça fera partie de l'hôpital. Les autres étapes ensuite, ça serait de voir comment, au niveau national, il y a l'équipe de Grenoble qui a monté aussi des bulles, qui a monté tout un groupe de travail national avec des retours d'expérience des différents sites pour qu'on puisse voir si on ne peut pas solliciter le ministère ou les agences régionales de santé pour rendre ce type d'initiative vraiment pérenne et uniforme. Et puis, pour les soignants, pour les personnels hospitaliers, alors nous, on a mené une enquête dans notre hôpital l'été dernier, en pensant que c'était fini, l'épidémie. Et donc, on a interrogé tous les personnels entre le 15 juillet et le 15 septembre, et on a évalué chez eux les niveaux d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. Et on était à 25% d'anxiété, 20% de dépression et 15% de stress post-traumatique alors il y a que 780 personnels qui ont répondu sur les 2800 ou 3000 salariés, mais ça restait quand même assez représentatif parce qu'il y avait toutes les catégories qui ont pu répondre. Donc c'était déjà énorme. Et ça, c'était avant qu'on sache que ça allait durer 1 année de plus et qu'il y aurait de nouveau des vagues. Et donc, le projet, c'est de refaire cette enquête. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est attendre de savoir un peu si ça va être vraiment terminé ou pas, mais en tout cas, de refaire l'enquête un peu à distance pour voir quel est l'état des lieux des personnels actuellement et de pouvoir apporter des réponses à ces troubles si ils ont fait qu'augmenter depuis l'année dernière, ce qui est possible. Écoutez, Marguerite, c'était génial, passionnant. Nous qui sommes aussi des burn-outés, mais des bienveilleurs, c'est notre credo aussi. Vous êtes une bienveilleuse, vous et votre équipe, bien entendu. Alors, on a l'habitude de finir en se souhaitant un rendez-vous dans un restaurant, donc on espère y arriver. On va éviter la cafette de votre hôpital. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais on essaiera de se faire un petit resto avec Myriam. Maintenant qu'on peut se rencontrer dans la vie réelle, on va se préparer ça avec notre amie Myriam. Un énorme merci. Un très grand merci. Bravo à vous. Et puis, merci pour transmettre ce témoignage. Et puis, voilà, si ça peut permettre à d'autres hôpitaux de développer des initiatives un peu similaires, c'est l'objectif. Merci Marguerite, à très vite. Merci beaucoup. Voilà. Très beau projet. Merci. Merci Marc, à très vite. Et à très vite Christophe. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burn-outés et des Bienveilleurs.